Les petits espions du Père Noël. Écrit et inventé par Écoute mon histoire. Veux-tu que je te raconte comment les lutins du Père Noël te surveillent ? Eh bien, prépare-toi à découvrir un secret bien gardé. Chaque année, au début de l'hiver, de petits lutins très malins commencent leur mission secrète. Ces lutins, on les appelle les lutins du Père Noël. Ils ne sont pas comme les autres lutins, non. Ceux-ci sont invisibles pour les humains, mais ils ont des yeux magiques qui leur permettent de voir tout ce que font les enfants du monde entier. Leur mission ? Veiller à ce que tous les enfants soient bien sages pour que le Père Noël sache exactement quel cadeau apporter. Ces lutins sont petits, joyeux et très agiles. Ils portent tous un bonnet rouge pointu, des bottes en laine bien chaudes et une petite clochette qui tinte doucement à chaque fois qu'ils bougent. Et leur mission commence dès que le froid s'installe et que les premiers flocons de neige tombent. Mais alors, où se cachent ces lutins ? Eh bien, ils choisissent toujours des endroits surprenants. Parfois, ils se glissent sous le sapin de Noël, derrière les rideaux ou même sur une étagère de la chambre. Ils aiment aussi se percher en haut d'une étagère de livres d'où ils ont une vue parfaite sur tout ce qui se passe dans la maison. Lorsque les lutins regardent les enfants, ils n'espionnent pas pour les embêter. Au contraire, ils sont là pour repérer les gestes gentils et les moments où les enfants sont particulièrement sages. Par exemple, quand un enfant partage un jouet avec son petit frère ou sa petite sœur, ou lorsqu'il aide à ranger sans pleurer, sans râler. Le lutin prend un stylo doré et note tout dans son petit carnet magique. Ce carnet est très spécial. Chaque fois qu'un enfant fait quelque chose de gentil, une petite étoile dorée apparaît dans le carnet. Et plus il y a d'étoiles, plus le Père Noël sera content en les lisant. Mais attention, les lutins ne notent pas seulement les gestes gentils. Parfois, ils voient aussi des petites bêtises. Par exemple, quand un enfant refuse de manger ses légumes ou qu'il fait un caprice, le lutin fait tinter doucement sa clochette. Ce tintement est comme un rappel magique qui dit à l'enfant « Allez, tu peux faire mieux que ça ». Alors les lutins espèrent que l'enfant va se corriger et redevenir gentil. Les lutins aiment beaucoup observer les enfants qui préparent Noël avec leur famille. Quand ils voient un enfant décorer le sapin avec soin ou accrocher une guirlande en riant, cela remplit le carnet d'étoiles encore plus lumineux. Parfois, un lutin se met même à sautiller de joie parce qu'il est si content de voir les enfants s'amuser et être gentils les uns avec les autres. Veux-tu savoir comment les lutins fabriquent les jouets au pays du Père Noël ? C'est un véritable atelier de magie et de machines rigolotes. Dans chaque atelier, il y a d'immenses engrenages colorés et des tuyaux de toutes les formes qui sifflent et tournent en produisant des sons amusants. Il y a une machine en forme de bonhomme de neige appelée la glouglouteuse. Elle avale des morceaux de bois et les transforme en petits soldats et en puzzles. Elle fait toujours glou 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 en avalant les pièces et les recrache avec un pop joyeux dès qu'un jouet est terminé. Il y a aussi la boubouloscope, une grande boule en verre remplie de paillettes magiques. C'est cette machine qui transforme les étoiles dorées en poudre d'étoiles. La poudre d'étoiles est très spéciale car elle est fabriquée grâce au rire, au sourire et aux bonnes actions des enfants du monde entier. Quand un enfant fait un câlin,
aide un ami ou sourit à quelqu'un, une petite étincelle apparaît quelque part dans le monde et les lutins la capturent pour l'amener à la boubouloscope. Chaque jour, elle brille un peu plus grâce à toutes les belles actions des enfants. Et puis, il y a la machine préférée des lutins, le bidouillophone. Cette machine un peu loufoque possède des bras qui s'étirent dans tous les sens pour attraper, assembler et colorer les jouets. Dès qu'un jouet est prêt, le bidouillophone éclate de rire et fait tinter toutes ses petites clochettes en guise de félicitations. Cette machine est même capable de fabriquer des jouets extraordinaires, comme des robots, des voitures miniatures qui font des pirouettes et beaucoup d'autres. Les lutins adorent utiliser toutes ces machines rigolotes pour préparer des jouets uniques et remplis de magie. Chaque jouet est fabriqué avec soin, rire et un soupçon de poudre d'étoile, prêt à faire briller les yeux des enfants le matin de Noël. Puis, quand la veille de Noël approche, tous les lutins se regroupent en secret. Ils se retrouvent dans un endroit que personne ne connaît pour partager toutes les étoiles qu'ils ont collectées dans leur carnet. Ils sont si heureux de montrer au Père Noël toutes les belles choses qu'ils ont vues et de raconter combien les enfants ont été sages cette année. Ils lui expliquent tous les bons gestes qu'ils ont observés, les câlins, les rires et même les petites bêtises corrigées. Le Père Noël écoute tout en souriant car il sait alors exactement quel cadeau il doit préparer. Enfin, le soir de Noël, les lutins s'assurent que tous les cadeaux soient bien chargés dans le traîneau. Ils aident le Père Noël à préparer son grand voyage et juste avant qu'il ne s'envole, ils lui chuchotent une dernière fois combien les enfants attendent cette nuit magique. Le Père Noël rit doucement et remercie ses lutins pour leur travail. Puis il monte dans son traîneau prêt à distribuer tous les cadeaux. Et voilà, c'est comme cela que les lutins du Père Noël te surveillent. Ils ne sont pas là pour te gronder, mais pour voir toutes les belles choses que tu fais et pour que le soir de Noël tu reçoives les cadeaux qui feront briller tes yeux. Alors, si tu entends une petite clochette qui tinte, souviens-toi que c'est peut-être un lutin qui t'observe avec un grand sourire, parce qu'il sait que tu es un enfant vraiment spécial. La sorcière qui voulait devenir princesse. Histoire inventée et écrite par Écoute mon histoire. Il était une fois, dans une petite forêt enchantée, une petite sorcière nommée Serena. Serena était minuscule, avec des beaux cheveux bouclés comme des ressorts et un grand chapeau pointu qui tombait toujours sur ses yeux. Elle aimait beaucoup sa vie de sorcière, faire des potions, voler sur son balai et surtout préparer des surprises pour Halloween. Mais un beau matin d'automne, alors qu'elle se regardait dans une flaque d'eau, elle se dit « Et si, juste pour un jour, je devenais une princesse ?» Elle s'imaginait avec une belle robe, une couronne brillante et dansant dans un grand château. Serena avait entendu parler d'une potion spéciale qui permettait de réaliser son rêve. Alors, elle se précipita vers la maison de Zelda, une gentille sorcière qui avait préparé les potions les plus merveilleuses. Elle vivait au cœur de la forêt, dans une maison en forme de citrouille géante, entourée de fleurs magiques et de lucioles qui brillaient comme des étoiles. Quand Serena arriva chez Zelda, elle frappa à la porte et Zelda ouvrit avec un grand sourire. « Eh bien, Serena, que fais-tu ici de si beau matin ? Le soleil n'est même pas encore levé ?» demanda-t-elle avec douceur. Serena lui expliqua son rêve de devenir une princesse pour une journée. Zelda sourit et dit
Oh, devenir une princesse, c'est un grand souhait. Mais être sorcière, c'est aussi magique, tu sais. Es-tu sûre de vouloir changer ? Serena hocha la tête avec enthousiasme. Juste pour un jour, je veux voir comment c'est d'être une princesse. Alors Zelda prit une vieille marmite et y versa quelques gouttes d'une potion rose étincelante, ajouta des paillettes de lune, un soupçon de poudre de rêve et une pétale de fleur de la forêt appelée étoile de princesse. Voilà, dit Zelda, cette potion te transformera en princesse jusqu'au coucher du soleil. Serena prit une grande gorgée de la potion et en un instant, elle se transforma. Elle se retrouva dans une magnifique robe dorée avec une couronne scintillante sur la tête. Elle se regarda dans le miroir et ouvrit grand les yeux émerveillés. « Je suis une vraie princesse !» s'exclama-t-elle en tournant sur elle-même pour faire voler sa robe. Ses amis de la forêt vinrent voir la transformation de Serena. Victor le vampire, qui était habituellement un peu timide, lui offrit même une danse. Ils dansèrent et firent une grande parade dans les bois sous les applaudissements des animaux qui battaient des pattes en rythme. Même les papillons semblaient voler autour d'elle comme des petits bijoux colorés. Mais au bout d'un moment, Serena commença à se sentir fatiguée. Sa robe dorée, bien éclatante, était très lourde. Elle ne pouvait pas courir, ni sauter, et encore moins voler sur son balai. Être une princesse, c'est joli, mais c'est aussi difficile, murmura-t-elle un peu essoufflée. Je ne peux même pas escalader les arbres ou faire des pirouettes comme d'habitude. Elle essaya de faire quelques tours de magie pour amuser ses amis, mais elle se rendit compte que ses pouvoirs de sorcière avaient presque disparu. Être une princesse, c'est bien joli, mais je crois que ma vie de petite sorcière me manque, pensa-t-elle en riant. Quand le soleil commença à se coucher, Serena se sentit soudain redevenir elle-même. La magie s'estompa et sa robe se transforma en son habit de sorcière préféré, avec son chapeau pointu. Elle poussa un soupir de soulagement et s'étira avec bonheur. « Ah, je suis tellement contente de redevenir moi-même !» s'exclama-t-elle en embrassant son balai. Victor le vampire lui fit un clin d'œil et dit « Tu sais, Serena, que tu sois princesse ou sorcière, tu restes notre amie et notre petite étoile magique. » Serena, touchée par ces mots, sourit et regarda le ciel étoilé. « Être soi-même, c'est finalement la plus belle des magies, » dit-elle. Et depuis ce jour, Serena était encore plus fière d'être une petite princesse. Elle se rendit souvent chez Zelda, non plus pour changer qui elle était, mais pour apprendre de nouvelles potions et astuces magiques afin d'apporter encore plus de joie à ses amis de la forêt. Le renard sans malice de Éric Emmanuel Schmitt et Florence Guittard. Édition Hachette Jeunesse. Il était une fois un petit renard très doux appelé Boniface. Contrairement à tous les renards de sa famille, il se montrait incapable de la moindre ruse. Quand il s'amusait à renard perché avec ses frères, futés et astucieux, il se faisait toujours avoir. « Regarde, Boniface, une coccinelle bleue là-bas !» s'exclamait astucieux. Et Boniface, au lieu de monter sur une souche d'arbre, penchait le museau dans l'herbe, essayant d'apercevoir une coccinelle qui n'existait pas. Pendant ce temps-là, ses frères avaient largement le temps, eux, d'atteindre un perchoir. Chaque jour, au moment de la sieste, les trois frères cherchaient le meilleur endroit pour dormir. Boniface avait d'excellentes idées.
se muait le tapis de mousse sous le chêne, cette écorce en liège souple comme un coussin, ce hamac formé par les branches du sol. Dès que Boniface désignait un lieu, ses frères intervenaient. Cette écorce de liège risque de rouler dans le ruisseau, Boniface. Dans un hamac comme ça, grand-père Matois s'est brisé le dos, Boniface. Naïf, Boniface partait ailleurs tandis que ses frères occupaient la bonne place. Finaude, sa grande sœur, lui répétait sans cesse « Mon pauvre Boniface, tu manques terriblement de malice. Comment ne repères-tu pas tous les tours qu'il te joue ?» Mais Boniface souriait, disait que ce n'était pas grave et préférait vivre à sa façon. Et ses parents, malgré leur étonnement devant un renard d'aussi peu rusé, le laissaient pousser ainsi. Pourquoi rendre méfiant un enfant si confiant? Un matin, Boniface fut tiré du sommeil par des cris dans le terrier. Papa et maman renard, affolés, cherchaient Finaude qui avait disparu. Futé l'avait vue sortir de bon matin. Elle l'avait prévenu qu'elle allait admirer les perles de rosée sur les fleurs et qu'elle rentrerait vite. Malheureusement, elle n'était pas revenue. Astucieux proposa d'inspecter les chemins de la forêt. Forcément, avec leur flair, ils retrouveraient sa trace. La famille s'organisa. Papa demeurait au terrier pour attendre Finaude, au cas où. Maman faisait le tour des autres familles du bois. Et les garçons, eux, se jetaient sur les pistes. Grâce à leurs subtiles et fines truffes, les trois frères parvinrent à suivre le chemin emprunté par Finaude. Ça et là, ils vérifiaient qu'ils avaient raison avec des indices, des branches cassées, des empreintes sur la terre humide. Soudain, ils furent bloqués. La rivière coupait le chemin. Finaude l'avait-elle traversée, remontée, descendue? Futé et astucieux interpellèrent une famille d'écureuils pour se renseigner, mais la famille s'enfuit, effrayée. Ils voulurent s'adresser à un couple de lapins, mais eux aussi craignirent une embrouille et détalèrent. Finalement, ce fut Boniface qui, la voix tremblante, rattrapa les écureuils et les lapins. « S'il vous plaît, les amis, personne ne vous fera de mal. Nous cherchons seulement Finaude. Elle est perdue ou blessée peut-être. Je vous en prie, aidez-nous. Dites-nous si vous l'avez aperçue. » Quand ceux-ci virent le petit renard bouleversé par la disparition de sa grande sœur, ils lui indiquèrent le sentier qu'elle avait emprunté. Horreur! C'était le sentier qui conduisait à la caverne du dragon. Avec prudence, les trois frères s'avancèrent et se dissimulèrent derrière des buissons. Finaude se tenait dans l'antre. Le dragon barrait l'entrée. Le dragon était l'unique dragon de la forêt et personne ne le connaissait vraiment. On ne savait s'il était gentil ou méchant, mais on le redoutait. Parce que chaque fois qu'il toussait, du feu jaillissait de sa bouche. Avouez que ça donne envie de décamper, non? Prudemment, Futé resta caché derrière les feuillages, mit ses pattes en porte-voix et annonça très fort « Super concours à la clairière des champignons! Cet après-midi, l'animal le plus fort gagnera un extincteur! » Le dragon dressa sa tête et s'écria « Un extincteur? J'en ai toujours rêvé, car j'ai souvent mal à la gorge. Incroyable, ce prix est pour moi !» Cependant, il ne bougea pas, car il réfléchissait et scrutait les buissons. Futé, qui souhaitait l'éloigner au plus vite de Finaude, changea de buisson et recommença son annonce. Super concours à la clairière des champignons. L'animal le plus... Inutile d'insister, renard. J'ai vu ta queue. Cria le dragon. Futé avait échoué.
Astucieux se présenta à une distance respectueuse du dragon. « Êtes-vous content de vivre ici, monsieur ? Quel dommage! Des chasseurs de dragons arrivent pour vous capturer. » Quoi ? Astucieux leva la griffe vers un hélicoptère qui avait surgi dans le ciel. « Les voilà! Attention, ils vont lancer des filets pour vous attraper! Sauvez-vous, vite !» Le dragon souffla sur Astucieux. « Ton attrape-nigo ne fonctionne pas. Cet hélicoptère survole la forêt tous les dimanches à 7 heures. » Deuxième échec. Les deux frères si malins se trouvaient à court d'idées. Boniface prit alors son courage à deux pattes, s'approcha et avec toute sa candeur expliqua au dragon combien il s'inquiétait pour sa sœur chérie. « Finaude a peur du noir. Pourquoi la gardez-vous ? » « Je me sens seul dans cette forêt, » répondit le dragon. « Personne ne me rend visite. J'aimerais bien quelqu'un avec qui discuter. » « Moi, je viendrai vous parler, monsieur le dragon. Je viendrai même jouer avec vous, je vous le jure. Mais s'il vous plaît, libérez ma sœur Finaude. » En dévisageant ce renardeau sans malice, le dragon lui fit confiance et délivra Finaude. Quel retour triomphal! Et quelle fête au terrier ce jour-là! Le succès de Boniface lui valait l'admiration de ses grands frères. Félicitations de ses parents et surtout un baiser plein d'amour de Finaude. Quand on s'installa pour pique-niquer dehors, Boniface s'éclipsa et revint, quelques instants après, en compagnie du dragon. Ils passèrent tous ensemble un joyeux moment et découvrirent que le dragon était aussi charmant que drôle. Et voilà comment le dragon sans méchanceté et le petit renard sans malice devinrent les meilleurs amis du monde. Quand l'hiver veut prendre la place de l'automne. Écrit et inventé par Écoute mon histoire. Il était une fois deux amis inséparables, automne et hiver, qui chaque année passaient tour à tour dans la forêt. Automne avait de belles feuilles dorées, rouges et oranges qui parsemaient ses cheveux et une écharpe douce qui volait dans le vent. Partout où il allait, il déposait des feuilles multicolores, créant de jolis tapis sur le sol. Hiver, lui, était tout blanc et argenté, avec des cheveux remplis de flocons et un manteau scintillant. Partout où il passait, il laissait du givre et des cristaux de glace, prêts à transformer la forêt en un pays tout blanc. Cela faisait un mois qu'Automne était bien installé dans la forêt, et tout le monde profitait de ses belles couleurs et de son air frais. Les écureuils rassemblaient leurs noisettes, les oiseaux faisaient des réserves, et les hérissons s'activaient pour préparer leur nid avant l'hiver. Mais Hiver, impatient, arriva en sautillant avec des petits flocons de neige qui tournoyaient autour de lui. « Coucou Automne !» dit Hiver. « Et si je m'installais un peu plus tôt cette année ? Je suis tellement pressée d'apporter la neige et de faire briller la forêt de givre !» Automne, surpris, fronça les sourcils et secoua la tête. « Hiver, il est encore bien trop tôt, » dit-il fermement. « Beaucoup d'animaux n'ont pas encore terminé leurs provisions, et certains d'entre eux doivent encore se préparer pour hiberner. » Alors un petit écureuil nommé Grignotte s'approcha d'eux, les joues pleines de noisettes. « Oh non, Hiver, non !» dit Grignotte avec une voix inquiète. « Nous avons encore besoin de temps. Je dois trouver encore plein de noisettes et mes cachettes ne sont pas prêtes. Si la neige arrive maintenant, je ne pourrai plus creuser pour les cacher. »« Tu vois, Hiver, » dit Automne en souriant, « Grignotte a besoin de moi pour encore quelques semaines.
Mais Hiver n'était pas du genre à se laisser décourager. Continua de sautiller autour d'Automne, répandant du givre et quelques flocons de neige ici et là. Puis, il appela son ami Frima le renard, qui adorait l'hiver plus que tout. Frima arriva en trottinant, sa belle fourrure rousse luisant dans la lumière du jour. « Moi, j'adore l'hiver !» s'exclama Frima. « La neige est si amusante et je peux enfin courir sans avoir chaud. Et puis, avec la neige, les traces des animaux sont plus faciles à suivre pour moi. Je suis pour que l'hiver s'installe dès maintenant. » Automne secoua la tête et regarda Frima et Hiver d'un air déterminé. « Je comprends que vous ayez hâte, mais d'autres animaux de la forêt ont encore besoin de temps. Sans cela, ils risquent de ne pas survivre cet hiver. » Hiver fait mine de réfléchir, mais il était tellement impatient qu'il répandit de nouveau quelques flocons sur les branches, recouvrant légèrement les feuilles d'automne d'un léger givre. C'est alors que Philibert le vieux hérisson sortit de son terrier en ronchonnant. Il s'étira et regarda le sol couvert de givre en frissonnant. « Qu'est-ce que c'est que ce froid glacial ?» grogna Philibert. « Moi qui comptais finir de préparer mon nid pour l'hiver. Automne, dis à ton ami Hiver qu'il attende un peu avant de nous geler les moustaches. » Automne sourit et hocha la tête en regardant Hiver. « Tu vois, Hiver, même Philibert a besoin de moi encore un peu. S'il fait trop froid maintenant, il n'aura pas le temps de se préparer pour hiberner. » Hiver, comprenant que sa précipitation pouvait poser problème, baissa la tête, mais Frima, le renard, lui donna un petit coup de museau pour l'encourager. « D'accord, Automne, » dit Hiver, « je vais attendre encore un peu, mais et si je déposais juste un peu de givre au lever du jour, juste pour que la forêt brille comme un joyau ?» Automne réfléchit un instant, puis acquiesça avec un sourire. « Très bien, Hiver, mais laisse-moi encore quelques semaines pour que tout le monde puisse être prêt pour ton arrivée. » Les deux amis se mirent alors d'accord. Hiver apporterait juste un peu de givre le matin pour que la forêt scintille doucement sous le soleil, mais sans apporter le véritable froid. Et c'est ainsi que chaque matin, les animaux de la forêt se réveillèrent dans un monde où les feuilles d'automne brillaient avec les cristaux d'hiver. Les écureuils continuaient à cacher leurs noisettes et Philibert le hérisson finit de préparer son nid bien au chaud. Enfin, quand Automne eut terminé son travail et que tous les animaux furent prêts, il sourit à Hiver et lui dit : « Maintenant c'est ton tour, Hiver. Amuse-toi bien avec la neige et prends soin de la forêt jusqu'à mon retour. » Hiver remercia son ami et d'un souffle recouvrit le sol d'un magnifique tapis blanc pour la plus grande joie de Frima le renard qui bondissait déjà dans la neige. Depuis ce jour, Automne et Hiver respectent leur tour, chacun apportant sa magie en temps voulu pour que les saisons soient en harmonie avec la forêt et ses habitants. La magie d'Halloween. Histoire écrite par Écoute mon histoire. Il était une fois, dans une forêt enchantée, une gentille sorcière nommée Mélina. Elle avait de longs cheveux bruns, de grands yeux marrons et portait une robe rouge avec une cape assortie qui flottait derrière elle. Mélina vivait dans une petite maison entourée de fleurs et de plantes magiques. Chaque année, elle adorait organiser une grande fête d'Halloween pour les enfants de la forêt avec des jeux, des rires et surtout des bonbons magiques qui brillaient dans le noir. Mais cette année, Halloween allait être bien différent.
Un beau matin d'octobre, Mélina se réveilla tout excitée. À ses côtés, son chat noir, Pétunia, dormait paisiblement. Elle sortit sa liste de préparations pour Halloween. 1. Préparer la potion magique pour rendre les bonbons délicieux. 2. Décorer les arbres de la forêt avec des citrouilles et des lanternes. 3. Répartir les bonbons pour tous les enfants. Elle passa la matinée à décorer la forêt. Elle accrocha des lanternes aux arbres, plaça des citrouilles lumineuses autour de la clairière et ajouta de la poudre d'étoiles pour que tout scintille. Tout était presque prêt, sauf les bonbons. Mélina entra dans son placard secret, là où elle rangeait tous les bonbons pour la fête. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle eut un choc. Le placard était vide. Il n'y avait plus un seul bonbon. « Oh non !» s'exclama Mélina. « Qui a bien pu voler tous les bonbons ?» Elle réfléchissait, inquiète, quand elle entendit un rire rauque venant de la forêt. C'était le grand méchant loup, un loup rusé et gourmand, qui adorait embêter les habitants de la forêt. Mélina comprit que c'était sûrement lui qui avait pris les bonbons pour les garder tous pour lui. « Je ne peux pas laisser les enfants sans bonbons pour Halloween, » murmura Mélina. « Je dois les récupérer. » Son ami Victor, un vampire au doux sourire, arriva alors, accompagné de la momie rigolote et d'un grand géant. Ils virent l'air préoccupé de Mélina et lui demandèrent ce qui n'allait pas. Mélina expliqua la situation et ses amis décidèrent de l'aider sans hésiter. « Pas de souci, le grand méchant loup ne fait pas peur à tout le monde, » dit la momie en agitant ses bandelettes blanches. « Moi, je suis assez grand pour le voir de loin, » ajouta le géant. « Je le surveillerai pendant que vous irez récupérer les bonbons. » Victor proposa un plan. « Je vais voler au-dessus de la forêt avec mes amis chauves-souris pour repérer le loup et sa cachette. » Ils partirent tous ensemble à la recherche du grand méchant loup. Victor s'élança dans le ciel avec ses chauves-souris qui fouillaient la forêt. Une chauve-souris repéra une grotte sur une colline, avec une faible lumière à l'intérieur. Victor s'approcha doucement et aperçut le loup entouré de sacs de bonbons, riant tout seul. « Ha 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 ! Ces bonbons sont tous à moi, je vais tout manger avant qu'Halloween commence. » Victor retourna rapidement voir Mélina et les autres. « Nous avons trouvé sa cachette, il est bien dans la grotte et il est en train de se moquer de nous avec tous ces bonbons. » Mélina sourit malicieusement. « Si on distrait le loup, je pourrais utiliser ma magie pour récupérer les bonbons sans qu'il ne s'en rende compte. » Le géant s'approcha donc de la grotte et cria « Grand méchant loup, je te défie un concours de hurlements. Si tu arrives à crier plus fort que moi, tu pourras garder tous les bonbons. » Le loup, flatté par ce défi, accepta immédiatement. Il s'approcha du géant et se mit à hurler de toutes ses forces, si fort que toute la forêt tremblait. Pendant ce temps, Mélina et la momie se glissèrent dans la grotte. Avec un sort de discrétion, Mélina fit flotter les sacs de bonbons jusqu'à l'extérieur où Victor et ses chauves-souris les prenaient discrètement. Le loup continuait de hurler, trop concentré pour remarquer quoi que ce soit. Une fois tous les sacs récupérés, le géant dit au loup « Bien joué, tu cries plus fort que moi, mais les bonbons ne sont pas vraiment les tiens. » Le loup, furieux, se retourna et vit que les bonbons avaient disparu. Avant qu'il ne puisse dire un mot, Mélina lança un sort pour le figer sur place. Elle s'approcha de lui calmement et dit « Ces bonbons sont pour la fête des enfants. Si tu veux en avoir,
tu devras demander poliment. » Le loup, un peu penaud, baissa la tête et s'enfuit dans la forêt, se promettant d'être moins gourmand à l'avenir. Le soir d'Halloween, Mélina et ses amis, Victor, la momie, le géant et tous les animaux de la forêt accueillirent les enfants, leurs sacs remplis de bonbons brillants et colorés. Mélina remercia chacun de ses amis. « Sans vous, cette fête n'aurait pas été la même. » Les enfants repartirent, leurs sacs remplis de douceur. Et Mélina se dit qu'avec de bons amis, même un grand méchant loup ne peut gâcher Halloween. Et c'est ainsi que l'Halloween de Mélina fut sauvé grâce à l'amitié et surtout à la magie. Cache-lune de Éric Puybarré. Édition Gauthier-Languereau. Cela va bientôt faire 300 ans que Zamoléon exerce le métier de cache-lune. Cette profession très rare consiste à étendre chaque nuit un grand drap devant la lune pour cacher une partie de sa lumière. C'est un travail très important car les croissants de lune sont ainsi formés, embellissent le ciel et rythment le temps. Il faut beaucoup d'énergie, d'adresse et de savoir pour accomplir cette tâche. Et les nuits de repos sont rares. Ce sont les nuits de pleine lune. Zamoléon a eu son diplôme de cache-lune il y a bien longtemps. Il est le dernier représentant de cette profession et, aujourd'hui, il se sent totalement épuisé. Pour qu'il puisse enfin se coucher, quelqu'un doit venir le remplacer. Sur Terre, alors que la nuit tombe, dans un bâtiment très mystérieux appelé École du Cosmos, un petit garçon saute de joie. C'est Timoléon qui vient de réussir le très difficile examen de cache-lune. Ses professeurs le regardent avec une grande fierté. « Timoléon, te voici devenu quelqu'un de très important, » lui disent-ils. « Mais le temps nous est compté. Le vieux Zamoléon est épuisé et tu dois cette nuit même aller le remplacer. » Puis, il donne à Timoléon un petit comprimé. « Voici la pilule qui rend léger comme l'air. Elle te permettra de voler jusqu'à la lune, mais attention, nous n'en possédons qu'une. » Timoléon met la pilule dans sa poche et quitte l'école du cosmos en courant. Au bout de 2 kilomètres, il s'arrête net et lève ses yeux vers le ciel. « À moi la lune !» hurle-t-il en plongeant la main dans la poche de son pantalon. Mais il a beau remuer ses doigts, la pilule ne s'y trouve pas. Malheur! Timoléon, paniqué, découvre que la poche de son pantalon d'écolier est trouée de tous côtés. La pilule qui rend léger comme l'air est à jamais perdue. Et nos croissants de lune, bientôt, il n'y en aura plus? Timoléon, désespéré, rejoint la ville la plus proche. Il s'assoit sur une boîte aux lettres et regarde la lune en soupirant. Gonzague, de la Gazette, le petit marchand de journaux, l'aperçoit et s'approche de lui pour connaître la cause de son tracas. Timoléon lui explique. « J'ai un énorme problème. Je dois à tout prix aller sur la lune et j'ai perdu la pilule qui rend léger comme l'air. » « Voilà une histoire bien insolite, » rétorque Gonzague. « Et pourquoi diable veux-tu aller sur la lune ? » « Je suis le nouveau cache-lune et je dois remplacer Zamoléon. »« Mais je n'ai
Aucun moyen d'aller jusque là-haut. J'ai une idée, s'écrie Gonzague. Il tire Timoléon par la manche de son veston, l'emmène sur le toit d'une maison, attrape ses journaux et confectionne un immense avion de papier. Timoléon grimpe dessus en hurlant « À moi la lune !» Aussitôt, Gonzague pousse l'avion du haut du toit et le regarde s'envoler. Mais rapidement, Timoléon et son coucou de papier piquent du nez et s'écrasent dans un bosquet. Gonzague et Timoléon sont assis sur le trottoir et regardent la lune d'un air soucieux. Daphné, la marchande de jouets, les aperçoit et s'approche d'eux pour connaître la cause de leur tracas. Timoléon lui explique « Si je ne parviens pas à rejoindre la lune avant le lever du jour, le vieux Amoléon ne sera pas remplacé. La lune deviendra un astre toujours rond, toujours blanc. Elle ne prendra plus jamais la forme d'un croissant. »« J'ai une idée, » déclare Daphné. Elle attrape Timoléon par le col de son veston, court jusqu'à sa boutique de jouets, s'empare de son plus grand cerf-volant et y attache Timoléon bien solidement. Puis elle sort, vérifie la direction du vent et lance Timoléon qui s'élève dans les airs en hurlant « À moi la lune !» Mais soudain, une bourrasque violente déchire la toile du cerf-volant et Timoléon s'écrase dans un étang. Daphné, Gonzague et Timoléon sont assis sur un banc public et regardent la lune d'un air pathétique. Roland Pendule, l'horloger, les aperçoit et leur demande la cause de leur tracas. Timoléon lui répond « Si je ne parviens pas à rejoindre la lune avant l'aube, le vieux Amoléon ne sera pas remplacé. La lune deviendra un astre toujours rond, toujours blanc. Elle ne prendra plus jamais la forme d'un croissant. »« J'ai une idée, » déclare Roland. Il attrape Timoléon par les pieds, lui arrache ses souliers et fonce jusqu'à son atelier. Là, il démonte une horloge, récupère 2 énormes ressorts et les fixe aux chaussures de Timoléon. Celui-ci les enfile, regarde la lune et se met à sauter sur place comme un forcené. Mais rapidement, Timoléon a des ampoules aux pieds. Au bout de 40 bonds, épuisé, il retombe sur le nez. Albert, le souffleur de verre, tente d'aider Timoléon en l'enfermant dans une grande bulle de savon. Margot, qui parle aux oiseaux, le fait soulever par 300 moineaux. Benoît, le lanceur de poids, le projette de toutes ses forces. Marlou, le voyou, construit un immense lance-pierre. Tout le monde veut aider Timoléon, mais personne ne trouve de solution. Marilou, Benoît, Margot, Albert, Roland, Daphné, Gonzague, tout le reste de la ville et Timoléon sont accoudés à un muret et regardent la lune d'un air désespéré. Tout à coup, au milieu du silence, une petite voix fluette se fait entendre. « Et pourquoi ne ferait-on pas une échelle humaine ?» C'est la petite Chloé, que personne n'avait repérée. Aussitôt la gaieté gagne l'assemblée et l'horloger monte sur les épaules du souffleur de verre, qui monte sur les épaules du petit marchand de journaux, et ainsi de suite jusqu'à ce que soit formée une immense échelle d'amitié. Timoléon s'appuie sur ses compagnons, devenus échelons, et rejoint la lune sous leur acclamation.
Zamoléon prend aujourd'hui une retraite bien méritée, quelque part dans la Voie lactée. Et Timoléon, le nouveau cache-lune, prépare chaque nuit un magnifique croissant pour la ville assoupie. Depuis, le sommeil des habitants est paisible et profond, car tous croient voir en s'endormant le sourire de Timoléon. La petite souris et sa nouvelle assistante, la chauve-souris. Histoire écrite et inventée par Écoute mon histoire. Il était une fois une petite souris nommée Lila. Lila était très spéciale car elle était la petite souris que tous les enfants connaissaient bien. Chaque fois qu'un enfant perdait une dent et la glissait sous son oreiller, Lila arrivait en secret pendant la nuit pour prendre la dent et laisser une petite pièce en échange. Lila adorait son travail et elle était très fière d'aider les enfants. Mais une nuit, alors qu'elle allait récupérer une dent, elle rencontra quelqu'un d'inhabituel. Une chauve-souris nommée Griffouille. Griffouille était une chauve-souris malicieuse avec de grandes ailes noires et des yeux curieux. Elle regarda Lila avec un sourire en coin. « Hé, petite souris !» dit Griffouille en se posant devant elle. « Ça a l'air amusant ton travail. Pourquoi ce ne serait pas moi la petite souris ? Je pourrais bien m'en occuper. » Lila fut surprise. Jamais personne n'avait voulu lui prendre sa place. Mais Griffouille, tu es une chauve-souris. Les enfants connaissent la petite souris depuis toujours. Et puis, sais-tu même comment faire ? Demande Lila. Griffouille bomba le torse et répondit. Bien sûr que je sais. Il suffit de voler sous les oreillers, de prendre les dents et de laisser quelque chose en échange. Facile. Curieuse et un peu inquiète, Lila décida de donner une chance à Griffouille pour lui montrer que ce n'était pas si simple. Ensemble, elles volèrent vers la maison d'un enfant qui avait perdu une dent ce soir-là. Quand elles arrivèrent dans la chambre, Griffouille se posa tout doucement près de l'oreiller. Elle regarda la dent, toute blanche et petite, puis murmura « Maintenant, je vais laisser quelque chose d'incroyable. » Elle sortit une petite plume noire de son aile et la plaça sous l'oreiller, toute fière. Mais Lila la regarda avec de grands yeux. « Griffouille, une plume !» chuchota-t-elle. « Les enfants attendent une petite pièce ou un petit cadeau. Ils pourraient être tristes avec une simple plume. » Griffouille fronça les sourcils. Elle n'y avait pas pensé. Elle regarda autour d'elle, un peu perdue, et se rendit compte que peut-être elle ne connaissait pas aussi bien le travail de la petite souris. Pour la mission suivante, la petite souris décida de montrer à Griffouille comment elle faisait. « Regarde, Griffouille, quand je trouve une dent sous l'oreiller, je laisse une petite pièce brillante. C'est ce que les enfants espèrent trouver et cela les rend heureux. » Griffouille observa attentivement, prit note, impressionnée par la précision de Lila. Elle réalisa que le travail de la petite souris n'était pas simplement de voler et de laisser n'importe quoi en échange. Il fallait comprendre les rêves et les attentes des enfants. Griffouille baissa les ailes, un peu déçue. « Je croyais que ce serait facile, mais tu fais vraiment un travail spécial. Je ne savais pas que c'était aussi important, » dit-elle à la petite souris. La petite souris lui fit un petit sourire. « Tu sais, Griffouille, il y a plein d'autres choses que tu peux faire pour aider. Les enfants t'adoreraient, surtout si tu les fais sourire autrement. » Griffouille réfléchit un moment, puis eut une idée. Elle décida de devenir l'assistante de la petite souris. Chaque nuit, quand la petite souris partait en mission, Griffouille volait près d'elle pour veiller sur elle, l'aider à porter le sac, la protéger et lui tenir compagnie. Parfois, elle laissait de petites étoiles brillantes sur les fenêtres des enfants
pour que lorsqu'il se réveille, il voit les étoiles et pense à la petite souris et à son assistante, la chauve-souris. Les enfants étaient ravis et se demandaient d'où venaient ces petites étoiles mystérieuses. Depuis ce jour, la petite souris et la chauve-souris travaillaient ensemble. La petite souris continuait à laisser des pièces pour les dents et Griffouille ajoutait un peu de magie avec ses petites étoiles sur les vitres. Les deux amies étaient inséparables et ensemble elles faisaient rêver les enfants chaque nuit. Visite surprise à la ferme. Histoire écrite et inventée par Écoute mon histoire. C'était une douce journée d'automne, juste avant Halloween. Les arbres étaient habillés de feuilles rouges, jaunes et oranges. Amaya et Paul, deux petits enfants curieux, étaient tout excités car leurs parents leur avaient préparé une surprise. Une visite à la ferme de Madame Jeanne. Ils étaient impatients de découvrir tous les animaux et les activités de la ferme. En arrivant à la ferme, Amaya et Paul aperçoivent Madame Jeanne, la gentille fermière qui les attendait près d'une grange rouge. Elle portait un chapeau de paille et un tablier. « Bienvenue les enfants, aujourd'hui on va s'amuser à découvrir les trésors de la ferme », leur dit-elle en souriant. D'abord, ils se dirigent vers les enclos des vaches. « Ici, c'est la maison des vaches », explique Madame Jeanne en leur montrant les grandes bêtes paisibles qui mâchaient tranquillement leur foin. « Est-ce que vous aimeriez goûter du lait frais ?» propose-t-elle en sortant un petit verre de la ferme. Les enfants regardent le verre avec curiosité. Ils n'avaient jamais goûté du lait aussi frais. Amaya prend une petite gorgée et sourit. « Miam, il est sucré et crémeux !» dit-elle. Paul, un peu plus timide, finit par essayer et lance un grand sourire aussi. Après les vaches, il s'avance vers le poulailler où caquettent des poules brunes, blanches et noires. « Regardez bien, les poules pondent des œufs tous les jours », explique Madame Jeanne. Elle montre aux enfants comment chercher les œufs en écartant délicatement la paille dans les nids. Paul a les yeux grands ouverts et soudain il s'écrie « J'ai trouvé un œuf ! Un œuf tout chaud !» Il le tient précautionneusement dans ses petites mains. « Vous pourrez emporter des œufs pour faire des crêpes ce soir », dit Madame Jeanne en souriant. Les enfants continuent leur visite et découvrent ensuite un grand champ de citrouilles. Il y en avait de toutes les tailles, des grosses, des petites, des rondes et même des rigolotes qui avaient des bosses. « C'est ici que poussent les citrouilles pour Halloween. Voulez-vous en choisir une ?» demande la fermière. Amaya choisit une citrouille bien ronde et Paul opte pour une citrouille avec une drôle de bosse. « Ce sera parfait pour la transformer en monstre d'Halloween !» s'exclame Paul. Après le chant des citrouilles, Madame Jeanne propose une activité spéciale, la découverte du tracteur. Les enfants voient un énorme tracteur rouge et un bleu garé près du champ. « Voulez-vous monter dedans ?» demande la fermière. Amaya et Paul sont tellement excités. Avec l'aide de la fermière, ils grimpent sur le siège du tracteur et imaginent qu'ils conduisent à travers la ferme. Bip, bip! Attention les animaux, nous passons! Rit Amaya en faisant semblant de tourner le volant. Paul, lui, fait semblant de klaxonner. C'est la meilleure activité de la journée. Pour terminer la visite, Madame Jeanne leur propose de ramasser des pommes dans le verger. Elle leur donne un petit panier chacun
et les enfants partent à la recherche des plus belles pommes. Amaya trouve une pomme bien rouge, tandis que Paul en cueille une toute jaune. Ces pommes sont parfaites pour faire un gâteau ou du jus, leur dit la fermière. Quand le soir tombe, il est temps de rentrer. Madame Jeanne leur prépare plusieurs sacs avec des trésors, du lait frais, des œufs, des pommes croquantes et bien évidemment leurs jolies citrouilles d'Halloween. Comme ça, vous pourrez préparer des crêpes et des gâteaux à la maison, dit-elle avec un clin d'œil. Sur le chemin du retour, Amaya et Paul racontent à leurs parents tout ce qu'ils ont vu et fait. Ils parlent des vaches, des œufs chauds, du poulailler, des citrouilles et du grand tracteur bleu dans lequel ils sont montés. Ils sont si excités qu'ils ne remarquent même pas la fatigue qui commence à les gagner. Après avoir parlé sans s'arrêter, ils se pelotonnent chacun de leur côté, les yeux se ferment doucement. Quand la voiture arrive à la maison, les parents les réveillent doucement. « On est rentrés les petits fermiers » murmure leur maman. Amaya et Paul sourient en repensant à cette journée magique et promettent de revenir bientôt à la ferme.